Donc, on est ravis de vous accueillir, Julien, pour cette rencontre. Les Rencontres Foi et Culture, c'est la plus vieille association partenaire du festival depuis 1967. Et on aime chaque année faire mémoire du Père Chave, qui était la figure historique de l'Église au Festival d'Avignon et ami de Jean Villard, et qui a donné cette tonalité et ce climat des Rencontres Foi et Culture faites à la fois eh bien de théâtre, de ressorts de vie plus personnels, d'engagement aussi, et qui donne une couleur propre à ces rencontres pendant le festival. On est heureux d'accueillir aussi l'archevêque d'Avignon, Monseigneur Fonlup, François Fonlup, qui est là, puisque cette association Foi et Culture est adossée au diocèse d'Avignon. Alors, présenter Julien Gosselin, c'est en même temps, j'ai voulu donner l'axe aussi de son collectif. Donc c'est dans le même mouvement, présenter votre collectif, fondé en 2009. Si vous pouviez lécher mon cœur, avec vos collègues étudiants quand vous étiez à l'école du Théâtre du Nord. Et c'est une amitié artistique qui s'inscrit dans le temps, avec notamment Victoria Quesnel, qu'on retrouve dans Extinction, Denis Herrier aussi, Joseph Drouet également. Un attachement donc à la terre des Hauts-de-France, puisque vous êtes originaire du Pas-de-Calais. Et il y a 10 ans, au festival, c'est là que date notre première rencontre, vous présentiez les particules élémentaires de Houellebecq. Et en préparant ce matin, je suis tombé sur un article de France TV Info d'il y a 10 ans qui dit « Une toute jeune compagnie a eu le culot de monter ce texte de Houellebecq parce qu'en France, personne n'avait osé le faire. » Voilà. Donc il y avait un geste théâtral qui était posé. Il y a et il y aura donc de l'audace dans l'exploration des zones de déflagration de notre société, dans la forme aussi du théâtre qui embrasse et embrase la scène et le public. Votre liberté nous réjouit. Elle ose sortir de la zone de confort habituelle. Et depuis 2013, donc Avignon vous a accueilli à nouveau avec 2666, puis la trilogie Joueur Mao de Lénon, d'après Don Delillo en 2018. C'était à la Fabrica. On avait aimé aussi vous y retrouver. Et désormais, vous êtes artiste associé à la berlinoise Volksbühne. Je ne parle pas allemand, mais vous nous offrez un triptyque avec Extinction. Alors, Extinction, c'est le titre d'un roman de Thomas Bernhard, publié en 1986. Thomas Bernhard, donc, veuillez m'excuser, j'en ai retrouvé les dates. Il est né en 1931 et mort en 1989. Ce n'est pas un inconnu au festival. Christian Lupa avait monté en 2015 Des arbres à abattre, et en 2016 La place des héros. Donc Thomas Bernhard, autrichien d'origine, évoque ce milieu autrichien d'une manière assez caustique. Donc Thomas Bernhard, Extinction, un roman 1986. Thomas Bernhard, nous le connaissons au Festival d'Avignon avec les mises en scène de Christian Lupa. En 2015, Des arbres à abattre, et en 2016, La place des héros. Auteur autrichien qui ressaisit la société autrichienne de son temps, où surnagent effectivement les fantômes du passé, et les fantômes du passé entre 1933 et 1945. Thomas Bernhard, dans Extinction, évoque un personnage qui revient sur son lieu natal, Volsegg, suite à un accident et donc à un enterrement. Il retrouve sa famille, repart à Rome et apprend donc la mort et de son père et de sa mère. Et il revient à Volsegg pour cet enterrement. Et là, confronté à son passé, confronté à l'histoire familiale, confronté à l'histoire nationale, finalement, il décide de finir avec cette réalité. Alors, dans votre spectacle, Julien Gosselin, vous frayez un chemin dans le roman, mais vous le déployez selon une approche tripartite. Donc il y a 3 parties dans le spectacle. Nous sommes d'emblée plongés dans une rêve partie, de la bière et de la techno sur scène, au gré donc d'un dancing floor où le public est lui-même invité. D'où émerge une figure, Rosa, qui relaie donc le personnage de Muro dans le roman de Thomas Bernhard. Et Rosa qui
tout à coup nous éveille à une conscience au milieu de cette masse et que nous allons retrouver au fur et à mesure du spectacle, et en particulier en troisième partie, dans une conférence où désarçonnée, on ne dévoile pas tout, par un événement, elle va se livrer à elle-même plutôt que d'évoquer ces auteurs qui lui sont chers. Et dans l'entre-deux, effectivement, vous nous emmenez dans une atmosphère d'avant-guerre 14-18, de la Grande Guerre, de cette élite autrichienne, de cette élite allemande, puisque sont convoqués Hugo von Hofmannsthal, Arthur Schnitzel, dans un plan séquence, si je puis m'exprimer ainsi, en coulisses, qui me rappelle les films de Max Ophüls, lui-même autrichien. Donc ça tournoie, ça ondoie, ça arrive au plus près des personnages, ça les dévoile dans leur identité, dans leur intimité, dans leur fêlure, avant une grande catastrophe, celle d'un suicide collectif que représente la Grande Guerre 14-18. Alors on se ferait ce chemin dans un binôme civilisation de masse, spectacle de masse, quintessence d'une société, paroxysme du théâtre dans la débauche technique qui est la vôtre, et puis extinction d'une civilisation avec un dépouillement absolu du théâtre. Et cela suscite au frère Thierry et à moi-même 4 questions autour de la figure du nihilisme, la figure de l'histoire, la figure de l'apocalypse et la figure du théâtre. Frère Thierry. Alors sur la figure du nihilisme, donc on vous a connu avec Houellebecq et où on traitait des années 70. Là, on remonte encore l'histoire juste avant la guerre 14-18, ce suicide collectif, alors que la société autrichienne paraît avec son élite à une certaine hauteur d'apogée en tout cas. Est-ce que votre évolution sur ce nihilisme-là, sur le regard que vous posez, a évolué depuis 10 ans? Est-ce qu'il s'est profondément modifié, affiné? Où est-ce que vous en êtes là-dessus? Et donc, cette actrice qui s'appelle Rosa commence son monologue et la dame se penche vers son mari, elle dit « Je crois que nous allons descendre de plus en plus profond dans le nihilisme. » Et je me suis dit « Tiens, c'est curieux parce que c'est pas exactement ce que j'essaye de produire. » Travailler la question du pessimisme, ça c'est sûr. Travailler aussi ma propre négativité, si j'ose dire, oui. Disons, proposer un théâtre qui serait une sorte de force nihiliste, je crois pas. Et ce que j'allais vous dire, c'est justement la fabrication du théâtre, la proposition même qu'est le théâtre, c'est-à-dire la confrontation vivante avec un public, à mon avis, ne peut pas supposer le nihilisme. On peut pas ne croire en rien quand on fait du théâtre, au fond. Je veux dire, c'est très simple. Alors, cela étant dit, là où je trouve la question intéressante, c'est que ce spectacle est presque une sorte de rebond ou de réponse au travail que j'ai fait sur les particules élémentaires. Dans le sens où je crois que moi, je me sens, disons, au tournant de 2 générations, si vous voulez. J'ai été le plus jeune, vous l'avez dit, metteur en scène d'un certain monde, et maintenant, je suis peut-être un des plus vieux ou quelqu'un qui regarde une nouvelle génération aussi d'artistes qui arrivent d'un autre monde. Et donc, je me sens comme ça dans une forme de position de pivot, si j'ose dire, qui n'est pas une position extrêmement évidente, qui est une position qui me pose plein de questions. Quand je fais Houellebecq il y a 10 ans, la question, disons, de la manipulation de concepts pessimistes, négatifs, apparaît comme quelque chose, disons, qui est authentiquement amusant, immédiatement, ou en tout cas joueur. Aujourd'hui, je me rends bien compte que toute une partie de la société, à un moment, n'a plus envie, ou en tout cas n'a plus envie que cette négativité s'exprime à cet endroit-là. Et c'est pour ça aussi que je suis allé me saisir de Thomas Bernhardt. C'est que j'avais la sensation, curieuse, que Thomas Bernhardt, dit par une jeune femme, pouvait avoir la potentialité de la négativité très forte, c'est-à-dire du refus, mais sans perdre, et à mon avis c'est ce qui fait la puissance de Thomas Bernhardt, sans aller dans le nihilisme intégral, c'est-à-dire l'incroyance, si j'ose dire, mais d'aller, et je pense que c'est la fin du spectacle aussi, vers quelque chose qui serait de l'ordre d'une force.
d'une force de modification, d'une force de bouleversement. Thomas Bernhardt, c'est là où moi je l'aime beaucoup, ne propose pas réellement les éléments, disons, constitutifs de ce bouleversement. Il n'explique pas comment on pourrait faire pour que ça aille mieux. Thomas Bernhardt ne fait que redire que ça ne va pas. Mais cependant, il dit, ça c'est la fin du spectacle, que nous ne sommes sans doute pas assez courageux pour établir un véritable bouleversement qui à un moment renverserait la table. Bon, et dans tous mes spectacles, ça c'est sans doute mon aspect plus mélancolique que nihiliste d'ailleurs, j'aime bien que cette proposition de retournement à un moment soit questionnée et qu'elle nous mette face à notre propre fragilité à le faire ou pas. Donc voilà, disons, oui, le spectacle et vous avez vu aussi par ailleurs dans le spectacle qu'à un moment l'héroïne du spectacle critique mon propre spectacle. Le spectacle pour moi c'est celui c'est les particules élémentaires, si vous voulez, regardées par quelqu'un qui n'est pas exactement de ma génération. C'est ça aussi le spectacle. Donc c'est ma tentation du nihilisme, parce que je crois pas l'être, mais peut-être il y a une tentation, ma tentation du nihilisme écrabouillée par quelqu'un. Peut-être il n'y a pas de tentation du nihilisme de votre part, mais il y a un regard sur un nihilisme polymorphe d'une société, qu'elle soit 40 ans, il y a quelques dizaines d'années, quelques 10 ans, avec les particules élémentaires des années 70, et d'il y a 100, 110 ans, donc avec c'est avant la grande catastrophe de 14-18, où on passe de la quintessence donc d'une élite, d'une société, d'une culture, d'une civilisation, à la boucherie des tranchées telle qu'on la connaît. Et donc cette approche des différents nihilismes, néanmoins, vous permet-elle, dans l'observatoire que représente votre théâtre, de voir un déplacement ou des constantes? Disons que le fait de placer l'action d'une grande partie du spectacle en 1913, évidemment avait à voir avec une sorte de questionnement, disons, comme peut le faire Michel Haneke dans Le Ruban Blanc, si vous voulez, de préparation à un moment à l'arrivée du nazisme ou un questionnement. Ça vient aussi d'une réaction à cette idée de déclin, si vous voulez, à laquelle je souscris pas. J'avais envie aussi, à la fois par, disons, provocation, même si c'est un mot que j'aime pas, mais aussi par choix intellectuel, j'avais envie de montrer une société, disons, j'avais envie de montrer que la possibilité du mal peut arriver à l'intérieur d'une société extrêmement structurée et extrêmement cultivée. Je trouve qu'on entend exactement l'inverse en ce moment. Cette idée, d'ailleurs reprise par le président Macron de décivilisation, si vous voulez, ce serait l'idée comme ça, une sorte d'idée décliniste, qui serait qu'à un moment il y ait une dégradation, disons, morale, intellectuelle, progressive, qui irait vers la fin. Je pense que le spectacle montre exactement l'inverse. Montre que à l'intérieur d'un très très haut niveau de culture, d'une forme parfois même d'humanisme, à l'intérieur d'une civilisation aisée, intelligente, à l'intérieur de laquelle la parole a une place forte, le mal peut aussi arriver. C'est une tentative. Je suis pas philosophe, je suis artiste de théâtre. C'est une proposition, c'est un essai. C'est l'idée de dire et si, alors regardons ça. Et en même temps, c'est tout à fait, c'est aussi l'examen, disons, d'une certaine Europe et aussi de fait. Ça se coupait ou pas? Il y a un problème, oui. C'est bon? Ouais, mais il clignote, je crois qu'il y a moins de batterie. Je suis un professionnel des micros, vous imaginez bien. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Bon, mais oui. Et par ailleurs, la question de la vieille Europe m'a toujours intéressé. C'est-à-dire, il y a quelque chose de l'ordre du fantasme pour moi à l'intérieur de cette époque-là. Et en même temps, j'avais envie aussi de désacraliser mes propres fantasmes, parce que c'est une période coloniale aussi, c'est une période machiste, c'est une période tout ça. Et j'avais envie de regarder aussi quelque chose qui, moi, est un fantasme intellectuel, artistique, si vous voulez, avec un regard, disons, peut-être un tout petit peu décalé ou différent. J'entends d'autant mieux ce que vous dites, parce que ayant été invité à travailler sur la place des femmes au Moyen-Âge,
je me suis aperçu, à ma grande surprise et désarçonné, que c'est grâce aux humanistes qu'est rentrée à nouveau dans l'Occident la misogynie et la chasse aux sorcières. La résurgence, grâce aux humanistes, donc de tous les textes romains qui avaient été oubliés, qui n'étaient que chez les copistes dans les abbayes, sont désormais sur la place publique grâce à l'imprimerie et engendre effectivement une réaction face aux femmes et la chasse aux sorcières qui est les premières purges des temps modernes qui reprennent tous les mécanismes qui se mettent en place fin 15e, début 16e. Donc vous évoquiez la quintessence d'une civilisation donc en 1913 et d'où émerge le mal. Et là, c'est de l'essence même de l'humanisme que finalement émerge le mal aussi à l'automne dit du Moyen Âge et à la naissance donc des temps modernes qu'on appelle la Renaissance. Donc effectivement, il y a non pas une évolution, mais des constantes auxquelles il faut être attentif et le théâtre nous éveille à cette attention. Après, alors, oui, donc je voudrais continuer sur, après la figure du nihilisme, sur la figure de l'histoire. Il faut éteindre une histoire pour qu'en advienne une autre. Éteindre Volstagg, entend-on, qui est le nom du village autrichien où a grandi le narrateur et Rosa en parle. Alors, raconter son histoire, raconter une histoire, modifier les termes même de son histoire où s'entremêle de l'histoire singulière, de l'histoire collective. Alors, en s'interrogeant avec le frère Rémy, on y voyait évidemment tout l'art de la parole et la thérapie de la psychanalyse qui peut y avoir derrière, mais en s'interrogeant pour notre société, en se disant mais comment peut-on passer d'une psychanalyse singulière d'une personne à une psychanalyse globale d'une société, d'autant que cette société ne fait plus corps et que la psychanalyse suppose un corps et qu'elle n'est qu'une masse comme on pouvait l'avoir par exemple dans la rêve partie au départ. Alors, comment vous, de votre lieu de théâtre, vous pouvez dire, eh bien peut-être que un chemin de cette manière d'extinction d'une histoire hypocrite, fausse, qui aurait à laisser la place à une autre histoire, elle peut, par une psychanalyse collective, apparaître. Oui, je vais faire un petit détour, mais je suis allé voir il y a quelques jours le spectacle de Carolina Bianchi, cette artiste brésilienne qui présentait un spectacle au Festival d'Avignon. Et bon, j'ai été assez impressionné par le spectacle, je dois dire. Et pendant toute la première partie de son spectacle, elle raconte des histoires à voir avec l'art et les féminicides. Et elle le fait, et elle parle de sa perception, de sa sensation du féminisme, de sa confrontation avec d'autres féminismes et tout ça. Et je me disais, alors c'est intéressant parce que là, on est presque à l'endroit le plus privé de ce que peut proposer le théâtre, c'est-à-dire dans l'idée de la contradiction. Ce qui, à mon avis, est aussi le cas chez Thomas Bernhard, c'est-à-dire l'idée que quand on atteint un certain degré de contradiction, c'est-à-dire qu'elle dit quelque chose presque et elle dit autre chose, Thomas Bernhard ne cesse de faire ça. Il proclame quelque chose avec une immense violence, dureté parfois, et puis il va dire exactement l'inverse parce qu'il n'a pas la force finalement à la fin d'assumer ce qu'il avait envie de dire. J'ai l'impression que l'endroit, toucher, je vais dire une banalité, vous m'excuserez, hein, mais toucher l'immense intimité au plateau, à l'intérieur de la pure contradiction, c'est quand même arriver à... c'est quand même arrivé à proposer une expérience collective. Moi, je suis épaté à l'intérieur du spectacle qu'on propose en ce moment de voir que au fond, il n'y a pas une masse et ensuite, je ne sais plus comment vous l'avez dit, mais un groupe, un corps. Il y a une masse et un corps. La masse, d'ailleurs, au début, pour moi, elle éteint quelque chose, si vous voulez. Elle n'est pas là simplement pour être regardée comme une sorte de chose, disons, barbare. Elle est là pour d'abord créer un dissensus à l'intérieur du public, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui dansent et il y a ceux qui dansent pas. Dit le mec qui danse pas par ailleurs, hein, parce que moi je ne danse pas. Derrière, une spectatrice m'a dit c'est vous qui avez fait ça, hein? Pendant que les gens dansaient, j'ai dit oui. Elle dit comment vous faites? Moi je dis je sais pas.
Elle dit mais vous dansez de temps en temps? Et j'ai dit ben non, je danse pas. Elle dit mais on peut pas faire ça si on danse pas. Bah je dis ben si, vous voyez. Et après elle m'a serré la main très très fort et elle est partie danser. Ouais, c'était beau quoi. Bon voilà, j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui. C'était important pour moi aussi de montrer que ce moment-là, c'est au fond exactement le même mouvement que le personnage va faire à la fin. C'est-à-dire, en fait, l'extinction dont parle Thomas Bernhard, ça pourrait s'appeler inflammation, il me semble. C'est-à-dire que c'est à la fois éteindre quelque chose et c'est à la fois enflammer. C'est pour ça, d'où la dernière image du spectacle. Le début du spectacle, c'est une forme d'extinction par l'inflammation presque physiologique et physique et dépouillée de la puissance du langage ou même de l'aide du langage. Moi, je vois le corps quand même au début. Et d'une certaine manière, je retrouve à la fin à la fois le corps et la masse. C'est-à-dire, je vois le corps des spectateurs à l'écoute de cette parole extrêmement personnelle qui passe par une actrice, qui n'est pas Thomas Bernhard lui-même, qui passe par le corps d'une actrice, mais qui est à la fois Thomas Bernhard et à la fois cette jeune femme de 27 ans face à nous. Et en même temps, je vois aussi la masse au sens du combat. C'est-à-dire, j'essaye toujours de faire un théâtre, je pense que ça maintenant les gens l'ont bien compris, qui n'est pas un théâtre simplement, qui est à la fois théâtre de consolation et à la fois théâtre de bataille. J'aime que le spectateur soit à la fois parfois complice, invité, et en même temps, j'aime qu'il y ait une force, disons, d'incompréhension, de travail entre les spectateurs et ce qui se passe sur le plateau. Et je pense pas qu'on puisse dire ce texte qu'elle dit de Thomas Bernhard, si à un moment on le fait de manière à le donner au public comme une force d'écoute psychanalytique. Je pense qu'on peut le dire si on considère qu'à l'intérieur du public sont présents des gens qui sont aussi à Wolfsegg, qui sont aussi de son village d'enfance. Il y a une puissance de l'opposition. Thomas Bernhard, c'est souvent ça. Et donc, je crois que nous, on voit un corps à l'écoute d'un texte, mais peut-être que l'actrice, elle voit une masse contre le texte ou contre ce qu'elle dit. Et je crois le spectacle essaye de travailler beaucoup sur ces deux questions-là. Alors, on a évoqué incidemment psychanalyse, ce qui est caché, ce qui se révèle de l'intime. Ce qui est caché, au sens propre, c'est une apocalypse. La révélation de ce qui est caché est une apocalypse. Alors on se trouve face à une double apocalypse, celle qu'on évoque d'ordinaire, selon le langage commun, une catastrophe. C'est la grande catastrophe du suicide collectif de 14-18. Qui dans votre spectacle révèle quelque chose de caché, on pourra y revenir, et cette apocalypse de 14-18, elle se fond dans un orage, on ne sait plus très bien si c'est un orage ou les grondements des tranchées. Quoi qu'il en soit, il y a quelques images assez troublantes en début de spectacle, avec deux apparitions où c'en est qu'une, vous allez peut-être nous corriger Thierry et moi. On voit un animal, est-ce un agneau? On le revoit, est-ce une chèvre? Et je doute à la fois sur l'agneau et la chèvre, d'autant plus que cet animal, je la vois à un moment donné au pied d'un pendu. Dans l'iconographie médiévale, la chèvre au pied d'un pendu, le pendu c'est Judas. Si on reprend donc certains bas-reliefs de nos basiliques et cathédrales romanes et gothiques, et l'agneau, si c'est un agneau, c'est effectivement la figure de l'agneau du livre de l'Apocalypse, celui qui ouvre le livre de vie, celui qui révèle effectivement bien des réalités, parce que c'est l'agneau vainqueur, l'agneau immaculé, en opposition avec cette chèvre qui, conjointement à Judas, représente la lubricité ou d'autres réalités. Alors, y a-t-il un agneau? Y a-t-il une chèvre? Qu'en est-il en réalité de ces deux animaux ou qui n'en sont qu'un? Alors... c'est un agneau, mais la dure réalité voilà, nous rattrape. C'est un agneau, mais un agneau blanc ne se trouvant pas facilement. C'est un agneau marron. Donc, d'où à mon avis la possibilité de confusion. Si on avait eu un agneau parfaitement blanc, je pense que le doute n'aurait pas été permis.
Oui, oui. C'est drôle parce que j'ai pensé à vous quand non, parce que je me suis dit, peut-être que tout le monde va pas noter ce moment-là, mais je pense à vous, je me suis dit, il va le voir ça. Il y a 10 ans, quand on s'était parlé, vous m'aviez posé la question, je suis sûr que vous allez me la reposer aujourd'hui, donc je vais pas y répondre. Vous m'aviez dit, est-ce qu'il y a de la religion dans vos spectacles? Est-ce qu'il y a Dieu? Vous m'aviez demandé dans vos spectacles. Et je vous avais dit, je sais pas bien s'il y a Dieu, mais il y a à l'intérieur même dans les particules élémentaires, il y avait des percées à l'intérieur du ciel, quoi. En tout cas, il y avait quelque chose. Le ciel était vivant, c'était ça. Ouais, le ciel était vivant. Le ciel était vivant. Ouais, c'était bien ça. Ouais. Là, disons, c'est à la fois cette chose-là, c'est-à-dire que j'avais besoin que la fin, qui est le début aussi, mais qui est la fin, c'est-à-dire la fin de ce monde, l'Apocalypse en fait, soit définie comme quelque chose qui a, disons, évidemment, ce que je voulais montrer, c'était la fin du monde. Et la fin du monde, ça a 1 milliard de sens. J'avais besoin que la fin du monde soit concrète. Ça, c'était la première chose que je voulais faire. D'ailleurs, c'est le début de la création de ce spectacle. Ça fait 10 ans que je dis aux acteurs et actrices avec qui je travaille, je vais faire un spectacle sur la fin du monde. Et je pense toujours que le spectacle sur la fin du monde sera le prochain. Il se trouve que quand on fait du théâtre, ça marche pas exactement comme ça. On cherche, enfin, en tout cas moi, la manière dont je procède, je me dis je vais faire ça, puis je tombe sur un texte où je me dis tiens, on n'est pas loin de la fin du monde, mais c'est pas exactement ça, et je finis par faire un spectacle sur autre chose. Il se trouve que la question de la fin, elle est intégralement présente, je crois, dans tous les spectacles que j'ai faits. L'idée qu'à un moment, à la fin ne reste plus que le langage, ou à la fin ne reste plus que le paysage, c'est toujours présent. Et là, j'ai dit, on le fait. Quelle que soit la manière dont un moment va être bousculé, il faut que nous allions au bout de ce geste-là. Pour 1 milliard de raisons, disons la raison la plus évidente pour moi, c'est que ça a été, disons, le tournant d'une sorte de prise de conscience il y a quelques années qu'on a tous eu, je crois, ou en tout cas d'une angoisse écologique très forte. J'ai pas envie de parler de ça des heures parce que au fond ça, je pense que on a compris. Enfin, je veux dire, voilà. Non, mais je veux dire, il faudrait le redire politiquement, mais ici, en tout cas, voilà. Mais en tout cas, quelque chose qui était là. Excusez-moi, je fais des détours et des détours. Je vais revenir à l'agneau, mais l'idée que la possibilité, vous savez, on fait du théâtre, on dit toujours c'est un art éphémère et c'est bien de le dire, mais les artistes de théâtre, on a toujours, enfin toujours non, mais on est certain à avoir une sorte d'ambition stupide que nos œuvres restent un peu, mais bon, voilà, bon, c'est impossible. Et alors l'angoisse écologique, à un moment, a clarifié la question. Si rien ne reste, alors mes petits spectacles de théâtre ne resteront pas non plus. Du coup, angoisse artistique à un moment, c'est-à-dire non pas, j'avais pas l'ambition d'être des millions d'années dans la postérité, mais l'idée que ça nous ramène au pur présent de la création. Et de fait, ça m'a moi à ce moment-là posé plein de questions. Et j'avais nécessité de faire un spectacle qui puisse montrer de manière très claire la fin du monde. Et non pas par ailleurs, par rebond ou par métaphore, uniquement la fin d'un monde. Je pense que d'ailleurs, ça c'est petite parenthèse, j'arrête pas de faire des parenthèses, mais il me semble que une des raisons pour lesquelles qui m'a poussé moi à faire de la mise en scène, c'était d'ailleurs à un moment l'ennui des filtres métaphoriques. C'est-à-dire le théâtre travaille tellement par métaphore, par rideaux successifs, que à un moment voilà, évidemment que le spectre, on sait je dis qu'on est en 1913. Donc évidemment, tous, on peut penser, et je le pense aussi, que cet apocalypse, c'est la Première Guerre mondiale. Mais moi, mon envie aussi, mon désir, c'est de dire cet apocalypse, c'est la fin des temps. C'est la fin du monde. Alors la fin du monde, disons qu'on... 30 secondes. La fin du monde, disons, plus poétique, si j'ose dire, voire la fin du monde du livre, ou la fin du monde mystique, si j'ose dire. Donc oui, et par ailleurs, à l'intérieur de cette chose-là, comme on montre un monde absolument intellectuel, j'avais besoin
par un effet un tout petit peu de tension, de perversité morale à l'intérieur du spectacle, parce que j'avais besoin que le spectacle, si vous voulez, soit un tout petit peu au-delà de moi, un tout petit peu plus méchant moralement avec le spectateur que je ne le suis, pour qu'il soit après critiquable par l'actrice. Et j'avais envie d'aller jusqu'au symbole, à la symbolisation très nette, c'est-à-dire opposer presque la puissance, disons, la richesse culturelle et intellectuelle à l'aspect presque primitif et animal de l'Apocalypse. C'est-à-dire le signe presque opposé, le signe du livre, le signe religieux, à la préciosité, l'intellectualisme des livres, de la littérature pris au sens général. Donc il fallait qu'au début du spectacle, la mort soit symbole, elle soit nette, elle soit montrée comme fin totale. Et donc, on a regardé un petit peu du côté de l'Apocalypse, et puis on est tombé sur un agneau, quoi. D'accord. Alors, juste une dernière petite question sur le plan plastique, relatif notamment à l'agneau ou l'innocence. Apparaît un bébé dans le spectacle, donc une figure d'enfance, une figure d'innocence qui fait écho à l'agneau, d'une part, et dans un milieu que j'oserais caractériser de carnassier. En fait, à l'égard de la chair, finalement, on est face à des personnages carnassiers. Donc cette apparition est tout à fait singulière, celle de l'innocence, et qui apparaît à un moment très particulier du spectacle, quand la femme qui porte l'enfant regarde une fenêtre et regarde vers cet ailleurs, qui n'est pas sans m'évoquer ces regards donc des personnages du 7e sceau de Bergman face à la mort. Oui, par ailleurs, vous remarquerez que les fenêtres par lesquelles ils regardent sont des vitraux, hein, par ailleurs. Encore une fois, si vous voulez, c'est un tout petit peu pompier et en même temps intéressant pour moi d'aller vers le symbole pur et la picturalité d'une certaine manière. Vous avez tout dit. L'enfant, la lumière dont on ne sait pas si c'est la lumière de la fin ou la lumière du début. Est-ce que ça va être quelque chose est-ce que ça va être la naissance, ou est-ce que ça va être la destruction pure et simple par la lumière qui arrive? Cette femme, ce vitrail face à elle, j'avais besoin justement effectivement d'aller dans l'opposition, et puis 2 heures après ils sont en train de dévorer du poulet en parlant de colonialisme, si vous voulez. Il fallait, en tout cas moi j'avais envie d'aller jusqu'à cette zone-là, c'est-à-dire quitter l'évocation, aller dans la symbolisation, aussi pompière soit-elle. Alors, moi, je dois dire que depuis 2018, je pense aussi souvent à vous, parce que en 2018, vous nous aviez placardé à la Fabrica Rédemption. Ah bon? Oui, il y avait le mot rédemption et c'est un mot qu'on n'ose même plus dire dans nos églises, parce que les gens se disent non, vous vous souvenez pas de ça? Non. Ah bah moi je l'ai vu. C'est possible, ce n'est pas un spectacle d'Olivier Pi. Non. Ah non. Ok. Non, ah bon? Je me serais trompé? Ah bah, je sais pas. Parce que justement, entre rédemption, extinction, et ce thème de l'enfance qui apparaît aussi dans ce que nous dit Rosa, quand elle réintervient. Oui, elle dit ça. Voilà. Et est-ce que c'était justement dans votre parcours ce thème de l'enfance comme la possibilité d'un avenir, en fait? Il y a quand même quelque chose de l'advenu qui n'est pas justement dans votre critique du nihilisme une fascination absolue et une adhérence au nihilisme, mais que dans cette figure de l'enfance et peut-être dans votre vie personnelle, est-ce que ça fait écho Alors, quand Rosa parle des enfants, elle dit les enfants sont bons, mais ils sont aussi très méchants. Et ça, je trouve que c'est bien. C'est bien de le dire de temps en temps. C'est difficile de vous répondre sur un plan, disons, dramaturgique, là. Non, mais vous me le faites remarquer. Oui, il y a souvent ça. Je suis pas moi-même parent.
Donc, j'ai pas ce rapport-là. Souvent, sans doute, d'ailleurs, je pense, cette histoire du bébé, je remarque que j'y suis, je vais vous décevoir, mais relativement, j'y suis sans doute moins sensible que certaines personnes de mon équipe. Le spectacle précédent qu'on avait fait, qui s'appelait Le Passé, l'héroïne avait des enfants qu'on ne montrait jamais. Et moi, c'était un détail qui me paraissait absolument mineur à l'intérieur du spectacle. Et beaucoup de spectateurs sortaient en disant « c'est intéressant de ne pas montrer les enfants ». Et je me disais « tiens, c'est drôle ». Comme si, moi, mon oubli, en fait, faisait effet de négation ou de choix. Là, disons, pour moi, c'est deux choses différentes. Montrer l'enfant comme un objet, disons, un objet, comme une figure, ouais, bon. Non. Non, mais je veux dire, il se trouve que c'est un poupon, vous verriez la tête du poupon, on rigolerait tous ensemble, mais comme une figure pure, comme ça, et pas quelque chose qui me passionne. Mais en tout cas, n'est pas mon endroit de recherche. Par contre, la manière dont Rosa a parlé de l'enfance, dans la troisième partie du spectacle, à la fois dans un rapport d'humiliation avec ses frères et sœurs, mais quand même de découverte des paysages, de liens, de presque dernier moment du lien avant quelque chose qui s'abîme. Oui, je pense que là, je parle de moi. J'ai fait un spectacle qui s'appelait Le Père, qui ne racontait que ça, c'est-à-dire le regard, disons, le fait que l'enfance peut être potentiellement, parce qu'encore une fois, je ne pense pas que ce soit l'endroit absolu de l'innocence, mais peut être un endroit où, à un moment, le regard vers la nature dépasse en puissance parfois la violence du monde, et que la beauté peut advenir. Enfin voilà, j'ai une croyance dans ça. J'ai une forme je fais partie des gens qui, quand ils revoient leur paysage d'enfance, pleurent, vous voyez, intégralement, tout le temps. D'ailleurs, je pense que c'est exactement l'endroit. C'est pour ça que, si vous voulez, quand on me dit nihilisme, je me dis ah ça c'est drôle quoi. Moi, je me vois comme, au fond, peut-être davantage une sorte de mélancolique de stade de 12 000, quoi, vous voyez. De nihiliste, pas vraiment. Parce que, sans doute, d'ailleurs, je crois à cette beauté-là. La seule contradiction, si vous voulez, à l'intérieur de mon théâtre, c'est que je pense que je vis dans quelque chose où le souvenir est plus beau que le réel. D'ailleurs, je filme les gens, vous voyez, il n'y a pas de secret. Je filme les gens. Alors effectivement, il y a une disparition du pur présent, mais il y a une réactivation du souvenir. Il y a une réactivation de la nostalgie, il y a un retour des morts. C'est pour ça que je filme les gens. C'est pour ça que je ne montre pas. Parce que il y a quelque chose que d'une certaine manière on a perdu. Et ce que je voudrais, c'est que les spectateurs, quand ils voient mes spectacles, ressentent dans 2666, je crois, non, dans le spectacle sur Don DeLillo, il y a une actrice qui disait « tous ces paysages perdus ». Bah, mes spectacles, c'est ça. C'est ça. C'est comme ça que je l'ai fait. Voilà, c'est comme ça que je l'ai fait. Je ne sais pas ce qu'on en voit. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi parfois quelqu'un qui... Je vous parlais d'une force de contradiction. Mais voilà, bon. Ouais. Alors on peut peut-être donner la parole au public parce qu'il est déjà 12h44. Il y a un micro qui est ici. Alors, n'hésitez pas, c'est toujours la première personne qui se lance, qui est la plus courageuse. Oh, il y a déjà des mains levées là-bas. Il y a souvent, justement, il y a très très gros travail sur les images, et sur les images qui à la fois, elles magnifient, elles sauvent, elles fixent quelque chose, et en même temps, elles le détruisent. Enfin, quand je dis elles le détruisent, c'est-à-dire que l'image qu'on voit, elle est déjà du passé, elle a déjà une fraction de seconde d'écart avec un présent pur, enfin un présent auquel on assisterait. Et ma question, c'était justement sur l'ambivalence des images, sur le fait de filmer, de nous laisser, et de proposer des très belles images en fait. C'est pas juste filmer comme ça. Et voilà, sur cette image qui à la fois magnifie et à la fois détruit, dans le sens où elle détruit, elle nous montre quelque chose qui n'existe déjà plus. C'est bien hein, ce que vous dites. Hein. Non, mais c'est... Si vous voulez, je pense pas que...
souvent on dit que le théâtre, c'est l'espace du vivre ensemble, vous voyez. Je pense que dans une certaine mesure, c'est vrai, dans sa, disons, sa fabrication ou dans la manière dont on organise le regard sur le spectacle. Mais je pense en même temps que le théâtre n'est pas un espace, si vous voulez, de... comment dire, les objets qu'on produit, je ne suis pas sûr que les objets qu'on produit, ils sont faits pour être regardés, mais ils ne doivent pas être intégralement faits pour être regardés. Ce que vous dites là est vrai, c'est-à-dire que je fais théâtre et en même temps que je détruis ma propre chance d'en faire. Vous voyez? Plus c'est beau, plus c'est loin. Plus c'est précis, moins presque le théâtre apparaît. Je me place à l'intérieur de cette contradiction-là. Je m'y place et d'une certaine manière, je ne la revendique pas. Je suis l'obligé de ma sensation. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis quelque chose et la seule manière pour moi, ça ne veut pas dire que je vais filmer dans tous mes spectacles d'ailleurs, ça n'a rien à voir d'ailleurs avec la question. Ça n'a pas qu'à voir avec la question des moyens. Mais je pense que ce qu'on demande à l'écrivain, ce que je demande à l'écrivain, c'est d'être au contact de quelque chose qui est, je crois, je peux dire ça, la vérité, qui est une notion à laquelle je crois par ailleurs en art. Ce que moi je me demande à moi-même, c'est d'être au contact de ce que j'estime être pour moi-même la vérité. Si la vérité doit consister à un moment détruire quelque chose du lien entre le présent, les acteurs et le spectateur, alors il faut que je le fasse. Vous voyez, c'est un peu dur, hein, dit comme ça, mais c'est un peu vrai aussi. Par ailleurs, je pense que mes spectacles conservent quelque chose de l'ordre de la vie, en cela qu'elle est souterraine, quoi. Qu'elle est la puissance de la vie non révélée, non montrée en tant qu'elle est vie, et que je ne crois pas que mes spectacles détruisent intégralement la vie. Ils travaillent sur la question de la destruction. Mais en fait, mes spectacles disent vraiment profondément la vie, il me semble, mais en la masquant, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu, parce que c'était mieux ce que vous avez dit que moi. Est-ce que je peux du coup continuer? En fait, je voulais juste demander du coup, par rapport à ce qui vient d'être dit, je dirais que dans vos spectacles, il y a la vie en creux et la violence en creux. C'est-à-dire que, en fait, il y a peut-être toujours cette contradiction, c'est-à-dire quand on croit voir la vie, on voit la violence et la destruction. Quand on croit voir la destruction, on voit la vie. Je ne sais pas si c'est clair. Ah ouais. Et je pensais par exemple à 1993 et le fait qu'on se prenne justement une première partie qui est quand même, qui donne quelque chose de très violent sur notre société, qui a fait de nous des Playmobil et avec une sorte de tunnel sensoriel. On est assailli au bout d'un moment à la fois de la parole, de la lumière, etc. Et après, on passe un pur moment de joie, de jubilation. On est dans une fête avec des jeunes, ils s'aiment, ils s'embrassent, ils se touchent, ils boivent, c'est formidable. Et en fait, c'est des nazis. Et en fait, c'est des nazis. Et en fait, ils préparent, ça se termine sur des saluts hitlériens. C'est drôle parce que c'est un peu le même spectacle, hein, par ailleurs. Vous avez remarqué? Non, mais en vrai, parce que peu de gens ont vu ce spectacle qui s'appelait 1993, et qui se passe à Calais de nos jours. Et en fait, c'est un peu le même spectacle. Mais j'ai réalisé après l'avoir fait. Hein. Sinon, j'aurais pas fait comme ça. C'est bien, quoi, ce que vous avez dit. Non, mais c'est intéressant. En fait, moi, je crois à la mise en scène. Vous voyez, je pense pas qu'un metteur en scène, ça me touche beaucoup, sans doute parce que je suis encore relativement jeune, mais j'admire beaucoup les metteurs en scène plus aguerris qui disent qu'ils se sentent comme des passeurs. Je trouve que c'est une position, disons, qui me semble extrêmement louable et à mon avis d'une grande élégance, d'une grande beauté.
moi, je me sens pas exactement comme un passeur. Je me sens davantage comme un contradicteur, si vous voulez. Comme quelqu'un qui va se battre, qui va rentrer en contradiction avec une proposition, une œuvre littéraire, et dont la bataille, si j'ose dire, va accoucher de quelque chose. Donc quand vous me dites quand on croit qu'il va y avoir bon, j'ai l'impression que je suis un peu sadique quand vous me dites ça, vous voyez, donc ça m'inquiète, mais quand on croit qu'il va y avoir la vie, en fait, peut-être la mort apparaît. Quand on croit qu'il va y avoir ou la violence, vous avez dit, pardon. Quand on croit qu'il va y avoir la violence, en fait, la vie apparaît. Oui, bah, sans doute les spectacles sont un peu faits comme ça. Enfin, en tout cas, je vous remercie, si j'ose dire, parce que ça m'aide à penser mes propres réflexes. Si on parle de contradiction, est-ce que ce serait une dissection qui préserve la vie? Expliquez-moi. Bah, la dissection par excellence tue la vie. Or, au plus précis, selon les termes que vous avez employés, on est dans une dissection, mais où vous préservez, où vous faites émerger quelque chose qui est de l'ordre d'un potentiel de vie. Mais oui, mais ça me va très bien. Mais là, typiquement dans ce spectacle, c'est pour ça que je fais des spectacles longs aussi, vous voyez. C'est que les dissections sont longues, quoi. Là, on dissèque 4h45 et pendant le dernier quart d'heure apparaît la possibilité de la vie. Elle apparaît comme la possibilité de la révolution, en réalité. Mais au fond, c'est la possibilité de la vie. Oui, il faut du temps et dissection en ça, c'est bien parce que c'est un travail de longue haleine, quoi. Oui, alors moi je reprends le propos par rapport à l'image et à la réalité. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que par moment, en fait, on peut voir la vraie vie si on regarde pas l'image, mais si on les regarde jouer. Et en fait, c'est c'est ce que j'aime bien au théâtre, c'est que là, vous proposez une version filmée, une version réelle. Et en fait, ce qui est comme la version réelle, elle est cachée finalement. En fait, la vraie vie, on la voit que par le petit côté. Et je pense je sais même pas si tout le monde s'est amusé à regarder. Parce que moi, vous étiez prêts, non? Oui, j'étais pas très loin, mais dans le passé, c'est pareil. Enfin, c'est un peu pareil. Et moi, c'est ce que j'aime au théâtre. Et donc, ce que je voulais redire, ce que vous dites aussi pour le théâtre tout à l'heure, c'est que moi, je trouve que quand on va au théâtre et qu'on ressort, on sent qu'on est vivant. En fait, on a besoin de ça. Et là, c'était très violent. Il y a eu des moments où c'était très violent et c'était pas forcément les scènes les plus violentes que j'ai trouvées peut-être les plus violentes. Mais ce rapport à l'image, moi, je trouve que ça fait un tout et que c'est merveilleux et de pouvoir voir les choses presque en étant caché finalement, parce que quand on regardait vraiment les acteurs, c'était moins évident qu'à l'écran. Alors après, ce qui me l'a fait faire aussi, c'est que moi, mon allemand est très lointain, etc. Et donc, quand c'était en français, j'ai beaucoup plus regardé les acteurs. Et quand ça passait en allemand, j'étais un peu obligée de regarder l'écran. C'est vrai que les images étaient très belles. Il y avait vraiment un décalage. On avait l'impression d'être un peu dans un peut-être vieux film américain, ou je sais pas, ils étaient magnifiques à l'écran. Et voilà, c'était. Merci en tous les cas. Merci, ça me touche beaucoup. Mais les acteurs souvent me font la blague, si vous voulez. Ils me disent, je leur dis bon là on va filmer ça comme ça. Ils me disent oui, mais le réel c'est dur, hein, c'est pas beau, hein, il faut filmer. Hein. Je dis oui, allez vite, filmons comme ça on oublie tout ça. Quoi. Voilà. Bonjour. Moi j'ai une question aussi. Je vais faire le contradicteur. En fait, quand j'ai regardé le spectacle, j'étais très gêné en tant que spectateur, justement par le fait que toutes les scènes intéressantes se passaient derrière un rideau, on était obligé de les regarder sur l'écran. Et par contre, les scènes dans les toilettes ou les scènes sexuelles se passaient sous nos yeux. Donc je me suis demandé pourquoi. À mon avis, excusez-moi, mais la première question, c'est vous qui allez y répondre. C'est qu'est-ce que vous appelez une scène intéressante? Parce que je pense qu'on n'a pas la même vision de l'intérêt, voyez? Oui, c'est vrai. Répondez-y. Moi, j'étais pas intéressé par les scènes dans les toilettes et sur le lit. Moi, si. Voilà. Et j'étais plus intéressé par ce qui se passait derrière le rideau, que je ne voyais que sur l'écran. Donc ça marche ce que je fais, vous voyez? Et la deuxième question, c'est
moi j'ai eu l'impression en sortant du spectacle, enfin en regardant le spectacle, j'avais l'impression de l'absence de sens, que plus rien n'avait de sens. Alors je voudrais savoir quel est votre rapport au sens, si vous voulez vraiment dire quelque chose, ou si justement vous voulez dire qu'il n'y a rien à dire, ou je ne sais pas, ou peut-être qu'il n'y a plus de sens, ou je ne sais pas. Non, justement, c'est ce que je disais au départ sur la question du nihilisme, c'est que je pense pas qu'il y ait plus de sens. Par contre, il est juste que le spectacle, pendant un long moment, disons, va vers ce questionnement-là, disons, pose problème, d'une certaine manière, à cet endroit-là tout à fait exact. C'est-à-dire que on a l'impression que le spectacle va finir par dire que de toute façon, la destruction est la seule possibilité parce que plus rien n'a de sens. Je me questionne par rapport à ça. Il m'est très, très, très désagréable pour moi de voir des spectacles qui me disent constamment que la vie a un sens, par ailleurs. Si vous voulez, si je prends l'inverse exact. Ouais. C'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment la pointe de la pénibilité. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, mais je suis assez d'accord avec vous, dans le sens où je crois que ce spectacle-là précisément, va loin dans cet endroit exact, c'est-à-dire cette possibilité que le spectacle ne soit qu'une arme de destruction, qu'une façon de montrer que tout se vaut, que rien n'a de valeur ou de beauté. Je crois que le spectacle évite de peu cet écueil-là, et en tout cas, c'est à peu près ce que j'ai cherché, c'est-à-dire cette tension-là, vous voyez. Mais bon, alors, de fait, je suis désolé que vous ayez marché dans la nuit d'Avignon avec cette impression, à mon avis, qui s'est dissipée rapidement, que plus rien n'avait de sens. J'espère que ça va mieux, quoi. Ok. Alors, notre rencontre va s'achever. Je voudrais reprendre cette expression de la plus haute pénibilité d'avoir parfois trop de sens, parce que c'est ce que nous pouvons ressentir aussi, Rémi et moi, quand nous discutons parfois dans des discours, de ce qu'on entend du discours religieux qui peut tellement être marqué par le sens que c'en est saturé, en fait, et que dès lors, il perd de sa substance, et que le christianisme, je crois, a le mérite de se tenir dans cette contradiction d'un Dieu qui s'était fait homme, qui est mort, qui est vivant, que une vierge accouche, enfin, que on est au lieu même de la contradiction, et que c'est la non-résolution de cela qui nous permet certainement d'avancer.